Ouais, c'est bon ça. Du coup, voilà. Du coup, ça va être très sérieux, comme vous allez le voir. Donc, du coup, comme vous le savez tous dans la salle, c'est bien plus intéressant d'écrire du back-end que du front-end. Donc, quand j'ai commencé à écrire du code, j'ai commencé par du front-end, je pense comme beaucoup de gens. Et puis, petit à petit, j'ai testé pas mal de choses. Et un des aspects du front-end que j'aime un peu moins, c'est que on est plus ou moins obligé de faire du JavaScript. Alors, vous allez me dire, on peut faire du server-side rendering en PHP, en Ruby et dans plein d'autres trucs. Mais au final, si on veut de l'interaction dans la page web, on va toujours avoir besoin de retourner un peu sur du JavaScript. Et puis, JavaScript, c'est très bien, mais il y a aussi des petits problèmes. Il y a des choses qui ne sont pas optimales. Et surtout, c'est difficile de résoudre tous les problèmes avec le même langage. Il y a des langages qui sont plus adaptés à certains cas d'utilisation, certains autres cas, un peu moins. Le JavaScript, par exemple, on a un système de type. Bon, maintenant, on a TypeScript, etc. Mais c'est très loin d'un langage compilé quand même, avec un typage fort. Donc, on peut avoir ce genre de choses en JavaScript où on a une égalité, c'est pas des égalités strictes, c'est des doubles égales, entre 0, le nombre 0 et la chaîne de caractères 0. Donc ça, c'est égal. 0 et puis un array vide, c'est égal également. Par contre, la chaîne de caractères 0 et l'array vide, ça par contre, non, ça va pas. Donc voilà. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser des langages back-end au lieu du JavaScript pour écrire des apps front-end. Donc c'est là que le WebAssembly va faire son entrée. Donc une introduction très rapide. Juste une note, il y a quelques liens que j'ai mis là. J'essaierai de vous envoyer la slide après le talk, soit sur Slack, soit sur Meetup, peu importe. Mais il y a beaucoup de liens. Si vous voulez creuser un peu plus, on va essayer de rester très haut niveau là pour l'instant. Donc WebAssembly, ça fonctionne un peu comme ça. On va avoir en entrée un langage. Là c'est 3 langages très bas niveau, mais ça peut être aussi on peut avoir du JavaScript en entrée, on peut avoir du C#, on peut avoir du Java, on peut avoir n'importe quoi. Il faut que l'équipe qui s'occupe du WebAssembly pour ce langage développe. Il y a une surcouche qui va être faite pour pouvoir compiler ce langage, non pas vers un binaire, mais vers une représentation intermédiaire. Donc ça va peut-être vous parler, c'est du bytecode comme en Java, comme en C#. On va voir un bytecode, une compilation qui va se faire vers du bytecode qui va ensuite être interprété par la machine virtuelle, on va dire WebAssembly. Donc c'est un peu comme ça que ça va marcher. C'est assez similaire à du Java finalement. Notre représentation intermédiaire, ça va être du point WASM, ça va être typiquement un jar en Java. Donc on va pouvoir compiler du C# en WASM, on va pouvoir compiler du Rust en WASM et plein d'autres langages. Ensuite, on a donc ce code, ce bytecode qui va être interprété par le navigateur qui sait interpréter du coup du code WebAssembly. Et puis ensuite, le navigateur il va pouvoir balancer ça sur l'écran finalement. Ce que fait un navigateur. D'habitude, il interprète plutôt du code JavaScript. Là, il va aussi interpréter du code WebAssembly. Donc, avant d'aller un peu plus en détail, à l'heure actuelle, les langages sont plus ou moins compatibles avec WebAssembly. C'est quelque chose qui est quand même pas totalement prêt pour la production, on va dire. Il y a 2 langages qui sortent du lot. Il y a AssemblyScript. Donc c'est une sorte de version de JavaScript qui a été créée spécifiquement pour le WebAssembly. Donc ça ressemble beaucoup à du JavaScript, c'est fait pour écrire du WebAssembly. Et il y a Rust. La raison pour laquelle Rust est devant les autres, on va dire, c'est parce que ça a été à la base créé chez Mozilla. WebAssembly, ça a aussi été créé chez Mozilla. Donc il y a eu les équipes qui ont travaillé ensemble très rapidement. C'est pour ça qu'il a un peu qu'il a pris de l'avance. En Go, en C, en C++ et puis quelques autres langages. On est pas mal non plus. Il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore là, mais c'est pas mal. Et puis ensuite, on a du .NET, du Java qui ne sont pas encore là du tout. Et du coup, en Python, en Ruby, je ne sais pas exactement comment ça marche. Ce n'est pas des langages compilés, donc ils ne vont pas pouvoir compiler vers du .wasm, mais ils peuvent aussi être interprétés
Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a cette possibilité. Donc un peu plus en détail, comment ça fonctionne. Dans le navigateur, il y a un moteur JavaScript. Dans Chrome par exemple, ça va être V8. C'est du code qui est généralement écrit dans des langages très performants, typiquement du C, qui va, dans la plupart des sites web, dans, on va dire 99,9% des sites web, prendre du JavaScript en entrée, le compiler, et puis à partir de ça, générer du code qui ensuite va être exécuté. Là où WebAssembly va faire son entrée, c'est qu'il ne va pas remplacer du tout JavaScript, il va venir se mettre à côté. Donc les moteurs JavaScript de Chrome, de Mozilla et de Safari, des autres navigateurs, ils ont été évolués. Les équipes de ces navigateurs ont fait des développements spécifiques pour pouvoir également interpréter du WebAssembly en plus du JavaScript. Donc là, on commence à être pas mal en 2022. Au moment où j'ai écrit ce code pour la première fois que je vais vous montrer, en 2019, c'était pas encore top, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas et puis c'était très lent. Maintenant, on a des performances qui sont très acceptables. J'essaierai de vous montrer ça si je finis la présentation assez vite. Donc voilà, ça va être exécuté en parallèle, on va dire. On peut avoir 10 fonctions qui vont venir de JavaScript et puis 10 fonctions qui vont venir de WebAssembly. Et puis on peut, le WASM peut appeler du JavaScript et inversement. Donc un projet de démo que j'ai pas fait du tout, mais que j'ai trouvé sur internet. Il y a quelqu'un qui a écrit un émulateur de Game Boy qui tourne dans le navigateur. Donc ça, je vous montre ça. Parce que ça va être le but de WebAssembly, ça va être de faire du code performant. On ne va pas passer par du JavaScript, on va passer par des langages bas niveau, ce qui va permettre notamment, c'est pas totalement le cas encore, mais à terme, le but c'est clairement de passer par, utiliser les performances de l'ordinateur et pas de passer tout en JavaScript par le navigateur. Donc on va pouvoir taper dans la carte graphique, on va pouvoir mieux taper dans le CPU et puis les multicœurs. Donc on voit qu'un émulateur, ça peut être un bon cas d'utilisation pour le WebAssembly. AutoCAD, c'est un logiciel de modélisation 3D, ils sont à fond dans WebAssembly parce qu'ils veulent créer leur application de modélisation 3D qui passe dans le navigateur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le but à terme, c'est d'avoir de la performance de natif, de la performance d'une application native, mais sur le navigateur. Donc on va avoir un petit téléchargement au début, et puis ensuite ça tourne comme si c'était natif. Donc pas d'installation, pas de mise à jour à faire en local, tous les avantages du web finalement, en ayant également un avantage de performance. Ensuite, ma démo, elle est beaucoup moins impressionnante. C'est un algorithme de recherche de chemin. Donc on va avoir un point de départ. Là, il est en bleu. Vu qu'on ne voyait pas très bien, j'ai changé la couleur après coup, après avoir fait la vidéo. Et puis un point d'arrivée en rose. Et du coup, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver les chemins. Donc là, le bleu foncé, c'est là où on peut passer. Le blanc, c'est les murs, donc on ne peut pas passer. Il essaie de trouver le chemin pour aller du point de départ au point d'arrivée. Donc, petite démo en réel. Il faut que je lance mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, une seconde. C'est l'effet démo, hein, c'est comme d'habitude. Au pire, je l'ai en... c'est Make Dev. Au pire, je l'avais hosté quelque part pour le fameux effet démo. Donc voilà, j'ai lancé l'application, je vous montrerai après comment ça marche. Donc là, là j'ai peur que ça lag un peu parce que ça s'adapte à la taille de l'écran. Comme l'écran est très grand, il y a beaucoup de cases. Bon, on va voir, hein, ça va être l'occasion de tester les performances. Hein. Donc j'ai mis mon point de départ, mon point d'arrivée. Maintenant, je vais créer quelques murs. Hop là. On va entourer un peu ça. Et puis ensuite, on le démarre. On va voir si ça rame ou pas. Bon, au début, il y a un timer de 100 millisecondes à chaque avancée. Mais ensuite, là, c'est là l'effet sympa, c'est qu'on peut ensuite bouger notre point de départ, notre point d'arrivée, rajouter des murs, retirer des murs. Et puis ça, ça recalcule tout en direct. Et écrire ça en Rust, je trouve ça plus sympa, le code qui fait ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa que l'écrire en JavaScript. Alors je vous dis ça, c'est pas du code qu'on met dans des fusées, hein. Le code il est dégueulasse. J'ai pas fait de la clean architecture, j'ai pas fait du TDD, il n'y a pas un test, non.
Là, c'est vraiment... Il y a des dates quand même. Il y a des dates. Il y a des dates. Là, je suis pas sûr. Il y a des tics en millisecondes. Alors, c'est à peu près tout. On utilise l'API du navigateur aussi, mais voilà. Donc, je vous montre assez rapidement à quoi ça ressemble. J'espère qu'on va voir quelque chose. Je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà, alors je m'étais préparé des notes pour vous montrer. Ah oui, on va commencer par la structure de l'application. Donc, j'utilise un framework qui permet de faire des applications front-end. Je vais zoomer, hein, vous inquiétez pas. Qui permet de faire des applications front-end, du coup, en Rust avec WebAssembly. Ça s'appelle YEW. Y-E-W. Le but, c'est le même que React, que Vue.js, que Angular. Enfin, voilà, il y a des composants et puis on va construire une application web comme ça, réactive, qui va gérer le DOM à notre place. Donc, si j'arrive à zoomer un petit peu, super. Un peu trop. Alors, on va avoir, comme dans la plupart des applications front-end, on va avoir notre fichier de style. On va avoir notre index.html qui contient à peu près rien. Et puis on va avoir nos fichiers sources ici. Là on a quelques fichiers en Rust, on a un main qui ne fait pas grand chose et puis 3 fichiers où on va vraiment avoir le code de l'application. Ensuite on utilise un bundler qui s'appelle trunk. Un bundler, c'est-à-dire l'équivalent JavaScript, ça serait Parcel ou Webpack, ou ce genre d'application qui va prendre différents types de fichiers. Là, dans notre cas, on a des fichiers Rust, on a du code WebAssembly que je n'ai pas généré moi-même, que je n'ai pas écrit moi-même, mais le code qu'on va embarquer avec toutes les applications écrites en WebAssembly. On va avoir du HTML et du CSS. Donc, on va prendre tout ça, compiler ce qu'il faut compiler, minifier ce qu'il faut minifier, résoudre les chemins, etc. Donc, il va faire tout ça pour nous et puis il va nous générer à la fin 4 fichiers. Donc on va avoir un CSS, s'il y avait plusieurs fichiers CSS, il y aurait tout compilé en un seul. Pareil pour le HTML. Mon Rust, il l'a converti en du JavaScript, pardon, en du WASM. Et puis il y a un peu de JavaScript qui est le même, quelle que soit l'application qu'on crée. Ça, pareil, c'est quelque chose qui a été fait par les personnes qui gèrent la compilation en Rust et WASM. Ça permet simplement de linker les trucs entre eux, c'est-à-dire d'appeler le code WASM par le JavaScript. Donc ça, il génère pour nous, on ne va rien toucher. C'est juste qu'il va être interprété pour que le navigateur comprenne qu'on veut lancer du WASM en fait. Donc on a vu un peu la façon dont on compile ça. Encore une fois, c'est une librairie. On peut écrire tout from scratch à la main. Je pense que c'est un enfer pas possible, du coup je vois vraiment pas le cas d'utilisation pour faire ça, à moins qu'on qu'on soit vraiment à la pointe et qu'on ait des besoins qui étaient encore répondus par personne d'autre. Donc un peu de code, on va essayer de passer assez vite pour pas rendre la présentation trop longue et trop pénible. Donc voilà, Pathfinder, ça va être la vue, on va dire la vue principale de mon application. Donc ce qu'on peut voir, on peut commencer par la partie component. Donc là, cette syntaxe en Rust, imp component for Pathfinder, ça veut dire qu'on va implémenter le trait, c'est-à-dire plus ou moins une interface component avec mon application. Donc on va voilà, étendre une classe abstraite ou implémenter une interface. Là, c'est plus étendre une classe abstraite dans le cas présent. Donc ça, c'est ce qui se ferait également en Rust, je crois, pardon, en React, il me semble. On peut faire ça, on peut étendre une classe JavaScript, je ne suis pas sûr exactement. Mais voilà, donc on va étendre ça, ça va nous donner quelques trucs. La fonction create, fonction update, fonction view. C'est les 3 que j'ai utilisés, il y en a d'autres, mais create, ça va être appelé à la création de mon application. Update à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est changé dans l'état de mon application. Et puis view, c'est la façon dont on va représenter ça en HTML. Donc je commence par view, ça sera peut-être plus simple. On a 3 trucs, on a le menu, la grille et l'aide. Si je vais à la grille par exemple, c'est une sorte d'interpolation entre du Rust et puis du HTML. Donc là on a un peu de HTML et puis là on a un peu de Rust. Donc c'est l'équivalent du JSX en React. Je vous passe un peu les détails, mais en gros c'est comme ça qu'on va faire. On va écrire du HTML et puis dedans on va mettre un peu de Rust qui va à nouveau générer du HTML et qui va rappeler du Rust, etc.
Donc ça c'est la façon dont on représente, dont on fait les vues. La création, je vous le passe, c'est pas très intéressant. Et puis ensuite la façon dont on va gérer l'état de notre application, ça va être avec des événements. Donc les événements, on a ici une classe, une énumération, pardon, message. On peut avoir une énumération, on peut voir par exemple mouse over, ça veut dire quand la souris elle passe sur une des cases de mon application, si je la remontre, c'était pas ce navigateur. Voilà, chaque fois que je vais passer sur une case, ça va lancer cet événement, et puis ensuite l'application elle peut soit se mettre à jour, soit ne pas se mettre à jour. Si je fais rien du tout, eh ben, rien ne se passe, mais si je suis en over mais qu'en même temps je clique, eh ben, ça va ajouter des murs. Ou alors ça va retirer des murs si j'ai cliqué sur un mur à la base. Ou alors ça va déplacer. Donc ça, toute cette gestion de qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a tel ou tel événement qui se passe, eh ben, je vais la faire dans ma fonction update. Donc on voit mouse over. Si le bouton il est down, eh ben, on ne fait rien du tout. On retourne. False, ça veut dire je ne mets pas à jour mon application, mon DOM, ma vue HTML. Et puis si on fait quelque chose d'autre, là dans ce cas on va utiliser la fonction activate, c'est une fonction que j'ai écrite moi-même qui va appliquer différentes conditions selon si telle condition, et puis qui va changer éventuellement la classe CSS, l'état pardon de ma cellule. Je vous passe sur un autre bout de code et puis après promis j'arrête. Donc node, ce que j'ai appelé node, c'est la cellule. Donc je reviens une fois là-dessus. Chaque petit carré, c'est une cellule. Et cette cellule, elle peut avoir un état. Donc soit elle peut être vide. Vide, ça va être cette couleur, le bleu foncé. Elle peut avoir le départ, donc c'est la couleur qu'on a vue. La target, c'est le point d'arrivée. Une couleur quand la case est visitée. Une couleur quand c'est le chemin le plus court. Donc le chemin le plus court, c'est le bleu clair, le bleu turquoise ici. Et puis enfin, si c'est un mur. Donc on va avoir cet état. Ma cellule qu'on voit ici, elle va avoir un état. Et en fonction de cet état, elle va retourner une ou plusieurs classes. Une ou plusieurs classes CSS. C'est la façon dont on va afficher ça. Donc là, par exemple, si ma cellule est la classe wall, pardon, si elle est dans l'état wall, on va ajouter deux classes CSS, wall et pop. Wall, on l'a peint en blanc. Pop, ça fait cet effet comme ça là. Ça fait une petite animation pour que ce soit plus sympa et plus joli visuellement. Je vous montre juste la classe CSS et puis après on passe aux questions. Pop, elle est là. C'est juste une animation qui va scale à 0,4, c'est-à-dire petit. 1.2, c'est-à-dire qu'il va grossir en dehors de sa limite. Et puis ensuite, il va prendre sa forme normale. Ça va aller assez vite. Ça va juste mettre cet effet sympa d'écartement pour montrer qu'on a interagi avec l'application. Et puis, si je cherche .wall, on devrait voir uniquement une couleur. Donc le CSS, il est très simple. Et puis du coup, finalement, le framework, il est équivalent à ce qu'on pourrait trouver avec du React, avec du Vue. C'est assez simple d'utilisation finalement. Donc voilà. Je vais arrêter là. Il me semble que j'avais une dernière slide. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut aller en prod avec ça? Pas encore. J'ai envie de vous dire pas encore. On fait des progrès. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits à droite et à gauche pour améliorer tout l'écosystème. Mais il y a toujours des choses qui manquent. C'est toujours en cours de construction. La bibliothèque que j'ai utilisée, You, c'est très lent. Bon, on ne le voit pas trop parce que c'est une petite application, mais comparer ça avec du JavaScript natif, c'est peut-être 10 fois plus lent, quoi. Quand on regarde les benchmarks, ça ne tient pas du tout la comparaison. Et puis, bon, c'est principalement ça en fait. Hein. L'écosystème est encore jeune, ça risque d'être sympa dans quelques années, mais pour l'instant on n'est pas encore là. Donc voilà, c'est fini. Donc je vais prendre